Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum qui va aborder cette semaine la problématique de la gouvernance et des finances locales en lien avec un document qui vient de paraître, Éthique professionnelle et gestion des finances locales de Boniface Agoudavi, qui nous fait l'honneur d'être au plateau cette semaine. Bonjour Monsieur Agoudavi. Bonjour Monsieur Gilles et bonjour les téléspectateurs, téléspectatrices. Mais comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Vous êtes diplômé en politique et gestion financière. Si. Sur le plan professionnel, vous êtes chef de la division des affaires communes à la Direction nationale des contrôles financiers. Oui. Consultant en contrôle, suivi et évaluation des projets et programmes en matière de la gestion des collectivités locales et des établissements publics. Tout à fait. Et plus insolite, vous êtes pasteur. Je suis pasteur. De quelle église? Église Jésus, homme sauveur. Nous sommes initiateurs. Nous avons également une école biblique. Donc actuellement, c'est la 7e promotion qui est là. Et vous arrivez à concilier aisément votre profession de contrôleur financier avec votre passion ou votre appel de service, de servir Dieu? Vous savez, si on ne vous a pas appelé, vous ne pouvez pas le faire. Si vous voulez le forcer, vous ne pouvez pas le faire. Mais comme tu es appelé pour le faire, il est évident que tu puisses l'accomplir. Donc, être pasteur, ce n'est pas être à l'œuvre tout le temps et toi-même, c'est pouvoir former les gens et que les gens soient en mesure de donner cet impact-là aux autres. Donc, nous sommes dedans. Nous revenons tout à l'heure, en long et en large, sur votre document éthique professionnelle et gestion des finances locales. Avec nous également, Kwanja Koumicha. Monsieur Kwanja, bonjour. Bonjour Gilles Boko. Vous êtes en forme, hein, ça se fait voir. Oui, ça va. Ça va, on rend grâce. Vous êtes contrôleur financier, Oui. expert consultant en ingénierie financière et en passation de marchés publics. Exact. Vous dirigez le cabinet Factoriel. Oui. Le cabinet Factoriel est un cabinet de conseil de référence en matière de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics, Oui. aussi bien au Togo que dans l'espace UEMOA. Oui. Exact. Le cabinet Factoriel est né il y a un peu plus d'1 an. C'était en juillet 2018. Et nous intervenons d'une façon pratique dans les dossiers de passation des marchés en accompagnant les soumissionnaires. Et à partir de cette année, nous avons créé un département pour pouvoir faire de la formation et vulgariser les textes en matière de passation des marchés publics. Mais pourquoi ce domaine vous passionne, vous intéresse pour gagner de l'argent, ou vous avez senti qu'il y a même un besoin à couvrir en matière de passation de marché, en matière de contrôle financier? Oui, le besoin est là parce que dans le cadre de l'accompagnement, vous savez, il est plus facile d'accompagner quelqu'un qui s'y connaît un peu que quelqu'un qui est carrément novice. Donc, c'est mieux de leur apprendre les bases théoriques et au-delà de leurs capacités théoriques, s'il y a des expertises techniques précises, là, le cabinet peut intervenir et les accompagner. Donc, c'est encore mieux d'accompagner quelqu'un qui voit un peu que d'accompagner un aveugle. Voilà. Je serais intéressé par les difficultés auxquelles vous vous confrontez dans l'assistance que vous apportez à vos clients, mais on va en parler tout à l'heure. Le temps de demander à M. Agoudavi de nous éclairer un peu notre lanterne. Vous parlez de finances locales, expert en finances locales. Finances tout court ne réglerait pas le problème. Est-ce qu'il y a des spécificités pour qu'il y ait quand même cette démarcation? Merci, mon cher Gilles. Vous savez, quand on parle de finances, c'est dans plusieurs domaines. On parle de finances en comptabilité au niveau privé. On parle de finances publiques. On parle de finances locales. Mais on parle de finances même des associations. Quand vous faites sortir l'argent, ça dépend de la destination et les objectifs fixés pour qualifier cette finance de tel domaine ou de tel domaine. Et c'est pourquoi nous, étant dans l'administration publique,
il s'agit de finances publiques. Vous voyez? Donc, les finances publiques sont là au niveau macroéconomique. Où on parle de budget de l'État avec tous les droits budgétaires associés, avec leur exécution. Maintenant, il faut ramener cette finance publique au niveau macro pour l'amener au niveau micro, pour que les individus qui sont à la base, qui constituent en réalité le socle de tout développement d'une nation, qu'on puisse les atteindre. Et c'est pourquoi les finances locales demeurent le maillon réel du développement. Il fallait commencer par là, depuis 60 là. Il fallait commencer par les finances locales. Il ne fallait pas commencer par les finances publiques. Mais quand on parle de finances globalement, parce que les novices aussi nous écoutent, hein, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Quand on parle de finances, finance a trait à l'argent. À comment finance quoi? Et le domaine dans lequel nous sommes, quand nous parlons de finance, c'est l'utilisation réelle de l'argent. Comment on l'a utilisé jusqu'à la fin? Pour quel objectif, quel résultat est atteint pour parler de cette performance, de ces finances-là? Ça dépend de n'importe quel domaine. Mais ici, spécifiquement, lorsque nous parlons de finances locales, nous partons de tout le système du processus de la décentralisation. Le processus de la décentralisation on parle de processus. Cela veut dire qu'il y a des étapes. Il y a des étapes. Et ces étapes, on a l'organisation administrative et territoriale de l'État. Et cette organisation administrative et territoriale de l'État, c'est le niveau auquel on se situe aujourd'hui, pour le moment, qui aboutit à des élections locales. Mais après ça, il faut la gestion budgétaire, inculquer ce qu'on appelle la gestion budgétaire à ces élus-là et connaître les tenants et les aboutissants, le rôle de chaque organe, le rôle de chaque acteur de cette gestion budgétaire. Il faut parler de la fiscalité locale. La fiscalité locale n'est pas la fiscalité au niveau macro. Il y a des taxes, des impôts, des redevances, en gros, des ressources qui sont là destinées au développement local. Vous n'allez pas oublier taxes d'habitation qui existaient, mais qu'on n'a pas vraiment activé et qu'on est en train d'activer aujourd'hui, et ça crée quelques problèmes. Il faut, quand les gens ont payé leurs taxes, qu'est-ce qu'on fait avec? Le citoyen doit être impliqué. C'est pourquoi il faut également parler de la comptabilité des opérations financières. Parce que les ressources collectées doivent servir à financer les besoins ressentis et les besoins exprimés. Et ces besoins exprimés, quand ces besoins sont satisfaits, il faut réellement voir est-ce que c'est bien satisfait, la procédure par laquelle on a pu satisfaire ces besoins-là. Alors, il faut parler du contrôle même de la passation des marchés publics. Et c'est dans ce contexte-là que le citoyen doit aider davantage les gouvernants, maintenant les gouvernants locaux, à mieux agir. Parce qu'auparavant, on ne pouvait pas demander le compte à l'État. N'importe quel individu ne peut pas se lever pour demander les comptes à l'État. Mais au niveau de finances locales, tout individu, tout citoyen peut se lever et aller vers la mairie, aller voir le maire pour lui demander l'argent que nous avions cotisé là, les impôts que j'ai donnés là, qu'est-ce que vous avez fait avec? Et le maire a l'obligation de rendre compte aux contribuables. Et tout ce qu'il fait, il doit l'afficher à la mairie pour que tout citoyen vienne voir. Même les citoyens peuvent demander copie.
de ce qu'on a fait. C'est ce que prévoit la loi. Ce que prévoit la loi. Et c'est une très bonne chose de parler de ces finances locales en ce temps précis. Bien. Il y a beaucoup de choses à découvrir en la matière. Sérieusement. Mais je voudrais demander à l'ingénieur financier, Kwanja Kumicha, à quel niveau finalement on doit parler de finances, on doit professionnaliser les finances, parce que on a parlé de l'État, on a parlé des collectivités locales, mais à quel niveau ça doit commencer? Par son foyer à la maison, est-ce qu'on peut appliquer les règles de finances? Comment tout ça s'orchestre? Bon, il était en train d'énumérer tout à l'heure les domaines dans lesquels la finance s'applique. Et il a cité beaucoup de cas. Il a oublié, il a omis le cas de la finance des marchés, qui est une branche et non des moindres de la finance. Vous voulez savoir à quel niveau concrètement? Oui. Je crois que la finance, ça se trouve pratiquement à tous les niveaux. Au niveau individuel aussi? Même au niveau individuel, il y a de la finance. Il y a de la finance. C'est pourquoi parfois, il y a certains qui ont un équilibre financier très stable, d'autres n'ont pas un équilibre financier stable, ainsi de suite, ainsi de suite. Sauf que au niveau de la finance individuelle, parfois ce n'est pas formalisé en termes de documents. Il n'y a pas une comptabilité individuelle contrôlée par X ou par Y. C'est pourquoi on ne le ressent pas. Donc, on le ressent plus au niveau des sociétés, ce qu'on appelle la corporate finance. Il a appelé ça finance privée, et également au niveau de la finance publique et la finance des marchés. Sinon, à chaque niveau où il y a possibilité ou bien il y a obligation de dépenser une ressource pour atteindre un objectif, la finance intervient. Voilà. Est-ce que c'est à chaque entité de construire sa façon d'organiser les finances, où il y a des règles universelles que vous appliquez? Les modèles sont là. Bon, allez. Vous savez, les modèles sont là. C'est très nécessaire qu'on parle de la finance familiale. Puisque les opérateurs économiques, quand on parle des opérateurs économiques et quand on parle des agents économiques d'un État, il y a les ménages, il y a les entreprises, les administrations. Oui. Tout ça là, on parle de finances. Vous savez, de temps en temps, quand nous faisons les formations, surtout au niveau de entrepreneurship, j'ai fait Small Business Planning and Promotion en Inde. Entrepreneurship, on sait de quoi il s'agit. Finance à la base, que j'ai fait en Corée du Sud. Tout ça là, quand on parle de famille et quand on réunit les gens pour parler des finances et on amène le budget familial, tous les éléments qui rentrent dedans, quand les gens remplissent ces choses-là jusqu'à finir, les gens commencent à tenir la tête. Oui, bien sûr. Oui. Puisque à la maison, chez moi, lorsque je dis, quand vous voulez telle dépense, moi, on ne me surprend pas avec une dépense. Ah bon? Mon épouse, ma femme ne peut pas se lever, que, j'ai trouvé ceci. Donc, mais tout doit être planifié normalement. Vous avez un budget même au niveau familial? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais quand vous ne pouvez pas imposer cette rigueur chez vous-même, comment vous pouvez gérer pour les autres? Comment vous pouvez prendre de l'argent, vous arrivez au marché, les choses que vous n'avez pas prévues, alors que le marketing pousse à acheter les choses que tu n'avais pas programmées. Et c'est pourquoi dans les supermarchés, on ne laisse pas les produits sur les mêmes places à tout moment. Quand on dépose un produit ici, à l'entrée, et que vous venez, on voit que les gens achètent beaucoup cela, le lendemain, vous irez, vous ne trouverez pas le même produit à la même place. Il faut maintenant que vous cherchez dedans pour en trouver. Est-ce que vous voyez? Donc, pour ne pas faire les dépenses n'importe comment, le budget familial, la finance commence par la famille. Toi-même, tu dois te donner une rigueur. Tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui sont devenus immensément riches,
c'est parce qu'ils ont une rigueur financière. Et cette rigueur financière impose certains principes à toi-même d'abord dans ta maison. Et quand tu as cette rigueur au niveau de ton institution, au niveau local, au niveau de l'administration publique, tu peux gérer les choses. Oui, pour entrer un peu dans cette parenthèse, au niveau individuel, au niveau familial, est-ce que ce n'est pas un peu le chaos là? Parce que quand on regarde à gauche et à droite, c'est sauf qui peut. Hein? Et tout de suite, il a évoqué le côté marketing qui nous pousse à consommer à travers leurs différents mécanismes. C'est dû au fait que lorsque, au sein d'une famille, les dépenses sont engagées, ce n'est pas planifié d'avance. Lorsque les ressources entrent, on les reverse sur le marché. C'est pourquoi, à la fin, on trouve que bon, c'est comme si ça ne suffisait pas. Oui, mais pourquoi au niveau familial? Si c'était planifié, je vais en venir, si c'était planifié d'avance, on allait voir le trou devant et peut-être revoir les quantités qu'il faut acheter et enlever ce qui n'est pas utile, ne serait-ce que pour le moment. C'est en cela que la finance individuelle, bon, peut-être avec le temps, il faut chercher à formaliser pour ceux-là qui en ont besoin. Je crois avoir rencontré un document comme ça au niveau de librairie Bon Pasteur. Il y a un document comme ça qui parle de la finance mais vous qui individuelle. Pourquoi vous ne faites pas justement des formations concernant la finance individuelle? Parce que est-ce qu'on pense que c'est inutile? Pourquoi la chose la plus importante n'est pas enseignée? Pourquoi vous négligez ce volet? Non, vous savez, Oui. je le dis, lors des formations, moi, je fais toujours le budget familial. Le budget familial pour amener les gens dans cette rigueur-là. Mais formaliser cela en écrit comme ça, qui n'est pas encore, que moi je ne l'ai pas encore fait. Mais quand vous me demandez tout à l'heure des documents sur comment cela se passe, je cours rapidement, je vous amène. Je ne parle pas de documents, je parle d'enseignement. On enseigne pratiquement tout, sauf peut-être ce volet qui est essentiel. Nous n'allons pas chercher à tout expliquer. Je crois qu'il faut qu'on commence par rédiger des programmes dans ce sens. Tout à fait. Nous qui sommes des formateurs, il faut qu'on rédige des programmes dans ce sens. Et pas seulement l'argent. L'argent a un lien direct avec le temps qui est une ressource également. On ne forme pas les gens sur comment gérer son agenda. Vous imaginez quelqu'un qui doit être à un lieu, rencontrer une autre personne, et à ce lieu-là, à une heure donnée, la personne n'arrive pas. Ça génère des coûts. Énorme. Tout ça, on ne voit pas. Donc, comme vous le dites, à l'instar de la gestion des ressources personnelles qu'il faut faire, il faut la gestion du temps, qui est également une ressource à prendre en compte. Sinon, c'est la première ressource. Quand une personne naît, la première ressource dont vous disposez, c'est le temps. Bien sûr. Quand vous mourrez, sur le fait pas, on met votre âge. Ça veut dire que le temps, ça compte. Mais sur ces ressources-là, sur la gestion de ces ressources-là, à quel niveau tu te situes? Tu les gères bien ou tu ne les gères pas bien? Donc, c'est les éléments quand même à prendre en compte dans un programme. Mon aîné est là. Peut-être vous allez penser à donner les pistes, ou je le ferai, ou on le fera ensemble. Tout à fait. Mais le problème, c'est que l'être humain cherche à se donner un peu de liberté quand même, à souffler un peu. Ouais. On est coincé au boulot avec le budget, au niveau de l'État, c'est la rigueur. Arriver à la maison, est-ce qu'on ne peut pas se donner un peu d'air? C'est ça qui pousse un peu. Mais tout simplement parce que les ressources à l'improvisation. sont limitées. Mais les besoins sont illimités. Illimité. Donc il faut planifier. Il faut être efficient. Il faut être efficient en toutes choses. Quand l'efficience n'existe pas, toi-même, tu n'es pas bon pour gérer pour les autres. Vous savez, même dans ma Bible, quand on a remis des talents aux gens, celui qui est parti cacher son talent, il a dit que je sais que tu es très sévère. Je ne voudrais pas gaspiller ton argent. C'est pourquoi je l'ai caché. Maintenant, reprends ton argent. Mais on lui a dit, tu es mauvais. Tu savais que je suis très méchant et que tu as caché ça. Je vais te traiter par rapport à ce que toi-même tu as dit. Il fallait plutôt que tu déposes ce talent-là dans une banque
Et quand je reviens maintenant là, je pourrais prendre les intérêts. C'est un peu sérieux. Individuellement, que vous dites que vous êtes coincé ailleurs, vous voulez prendre de l'air, vous prendrez l'air là et vous serez accablé de dettes. Mais si vous prenez de l'air, alors ne mangez pas. C'est pour faire comprendre les téléspectateurs. Et mon frère a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Les ressources temps, vous savez, avec notre école biblique, quand actuellement nous sommes dans le leadership et le management des compétences. Il ne faut pas donner les responsabilités à des gens et tu sais pertinemment que celui-là ne peut pas exécuter cette responsabilité. Il y a toutes les techniques qui sont autour. Et la ressource la mieux partagée, c'est le temps. Votre temps comporte 24 heures, une journée. Au même titre que tout le monde. Au même titre que moi. Pourquoi les gens utilisent le même temps pour devenir riches et que toi, tu utilises le même temps pour être trop pauvre? Mais il faut réfléchir sur tous ces éléments-là. Donc, nous avons quand même tant de ressources pour impacter les choses. C'est dans le système francophone que nous avons des problèmes et nous confondons formation et éducation. Quand vous allez dans les systèmes anglophones, la première chose, lavage de cerveau va vous faire difference between training and education. Training is not education. Et il faut que nous comprenions les bases de ce qu'on appelle formation et les bases de ce que on appelle éducation. Dans le système francophone, nous sommes tellement éduqués que nous sommes très tranchants dans notre mentalité et que notre cœur s'éloigne de la réalité. Et nous discutons là où il ne faudrait pas discuter. Là où il faut mettre les choses, nous ne les mettons pas à la place. Former, c'est informer, sensibiliser et mobiliser. On informe la pensée, on sensibilise l'émotion et on mobilise la volonté. Les trois éléments de ton âme. Mais quand les trois ne sont pas réellement aiguisés, nous sommes très formés, très informés dans la zone francophone. Pour cela, nous aimons les débats. Quand quelque chose se passe là, le débat, il a fait vraiment un bon débat. Mais quand vous le retrouvez en acte, ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Les émotions n'ont pas été sensibilisées. Oui, les émotions ne sont pas sensibilisées. Et nous végétons dans cette situation-là comme ça. Nous avons besoin de revoir nos calculs-là. Monsieur Kwanja, je vous retourne la question. En matière de finances, quels sont les modèles que vous appliquez? Est-ce que le Togo a son modèle? Est-ce que votre cabinet a son propre modèle? Ou vous utilisez des standards internationaux? Donc, le cabinet est une SARL. Donc, naturellement, nous sommes soumis au modèle que l'OADA a prévu. Donc, avec la comptabilité des sociétés privées, naturellement, pour permettre à l'État, au cas où il y a des contrôles, d'être en phase avec nous. Ça, c'est pour ce qui est de la comptabilité. Bon, maintenant, pour ce qui est de la gestion interne, bon, il y a des manuels pour les achats. On fait en sorte que ces manuels-là puissent vraiment rendre les achats beaucoup plus efficients. Et au niveau des ventes, faire en sorte qu'il y ait beaucoup de ventes. Bon. Le principe de la comptabilité au niveau des sociétés, c'est ça. On pouvait aller dans les détails, mais ce n'est pas ça l'objet. Mais il faut faire en sorte qu'il y ait des ventes et rendre efficients les achats pour pouvoir dégager du bénéfice. Voilà. Alors, nous allons revenir, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter sur ce volet. Oui, ce que je pourrais ajouter là, il s'agit des manuels de procédure dans tous les domaines. C'est ça. Parce que lorsque vous n'avez pas de manuel de procédure, quand on veut, par exemple, vous allez voir là, on parle de gestion de contrôle et
et suivi et évaluation des performances en matière de gestion des projets. Mais quand il n'y a pas de manuel de procédure, vous ne pouvez pas avancer. Donc, dans tous les domaines, il faut un manuel de procédure qui met l'accent sur le modèle utilisé là-bas. Donc, chaque entreprise développe son manuel de procédure. Bien sûr, en accord avec les tests législatifs et les tests qui sont là en place. Quand j'ai mon entreprise, ce que je fais, la procédure que je vais adopter, l'autre ne va pas nécessairement adopter ça. Je vais lui prendre un exemple. Pour une entreprise qui n'est pas aussi grande, peut-être pour les achats de moins de 100 000, on peut déléguer la possibilité à un responsable financier de pouvoir décaisser. Mais au-delà de 100 000, ça doit être la hiérarchie supérieure, ainsi de suite, jusqu'à atteindre l'organe suprême de la société. Vous irez dans une autre société, peut-être qui n'a pas les mêmes contraintes que la première, ça ne va pas être les mêmes montants. Peut-être la philosophie va être la même, mais les seuils qui seront fixés à ces différents intervenants ne seront pas forcément les mêmes. Et comment ces manuels de procédure sont-ils élaborés? Vous voyez maintenant, quand nous prenons nos collectivités, les collectivités auxquelles on a déjà administré des formations, vous allez voir des collectivités dont le montant total du budget annuel n'atteint pas encore le seuil de passation de marché public. Quand on dit que à 15 millions, inférieur à 15 millions, c'est une procédure. De 15 millions à 50 millions, c'est une procédure. À 85 millions, c'est une procédure. À 100 millions, c'est une procédure. Là, quand on prend ce décret, ou bien ce décret qui a fixé ces seuils-là, vous n'allez pas appliquer les mêmes choses à un budget dont le budget total même n'atteint pas 15 millions. Il y a les collectivités dans mon pays, quand on a fait les formations, il y a des collectivités dont leur budget n'atteint pas encore 15 millions. Alors, il faut chercher une procédure spécifique, appliquée là. Et c'est toujours la même chose, mais qui respecte les principes qui sont là. Et ces principes sont bien ficelés par rapport à la loi de 2014 portant code de transparence de la gestion des finances. Même bien avant, la loi de 2009 qui porte passation des marchés publics recommande que lorsque le seuil n'est pas atteint, tel que vous êtes en train de dire, de faire en sorte que les manuels de procédure qui guident les achats se conforment aux principes généraux de cette loi-là. Bien sûr. Même si vous n'avez pas atteint le seuil, en bas de seuil, vous devez faire des procédures qui respectent les mêmes principes. Bien sûr. Mais globalement, pour rester un peu avec les manuels de procédure, est-ce que vous ne constatez pas que les entreprises n'utilisent pas beaucoup, ne développent pas cet outil de gestion des finances? Les entreprises publiques ou bien privées? Publiques ou privées? Ou le manuel de procédure, les privés n'en ont pas besoin? Non, vous savez, les privés, je ne vais pas dire qu'ils n'en ont pas besoin. Si c'est avec les privés, je vous comprends, parce qu'ils ne savent pas. Le plus souvent, les privés, lorsque ça tourne, lorsque l'entreprise tourne, ils ne prennent pas conscience tout de suite qu'il faut mettre en place ces différents outils de gestion. Jusqu'au jour où peut-être un des responsables va pouvoir leur faire comprendre, ou bien c'est un ami de passage qui va leur demander, bon, votre manuel de procédure, c'est comment? Il va dire, bon, nous, on n'en a pas. Mais comment vous gérez si vous n'en avez pas? Donc, le privé, il n'y a pas trop de contraintes comme ça sur eux. Il n'y a pas trop de contraintes. Mais c'est avec les cabinets qui interviennent, les cabinets d'expertise comptable, c'est eux qui leur inculquent ces notions petit à petit. Bon, faites un effort pour disposer d'un manuel, ça va vous permettre, ainsi de suite, de faire ça ou ceci. Mais les arguments que certains évoquent parfois, c'est que les manuels, différents manuels induisent une forme de lourdeur. Et si on ne fait pas attention, tout de suite, la bureaucratie s'installe. Cette manière de procédure ne veut pas dire que la chose ne va pas vite
se faire. Manuel de procédure, c'est quoi? Ça décrit un principe standard. Quand je veux quitter ici pour arriver au grand marché, mais je peux prendre un vélo, je peux marcher, je peux prendre taxi, je peux louer taxi. Bon, s'il y a drone, je peux prendre drone. Ouais. Si, ainsi de suite. À vos risques et périls. Hein? Oui, voilà. Mais qu'est-ce que nous, spécifiquement, dans notre entreprise, si nous voulons faire une telle dépense, comment nous allons le faire? Tout ceci pour éviter que n'importe qui se lève et commence à dire que bon, comme c'est nécessaire, je l'achète. Même le directeur de l'entreprise ne peut pas aller acheter quelque chose et venir tendre le reçu, la facture au comptable que bon, j'ai acheté, donc il faut payer. Non, cela ne contribue pas à la performance de l'entreprise. Qui écrit le manuel de procédure? C'est initié par le top management. Cela est initié. Pour que aujourd'hui, puisque dans les tests, on impose ce qu'on appelle le contrôle interne à toute entreprise, pour que le regard du contrôle, de respect de ces manuels-là soit constaté. Est-ce que vous voyez? Et nous-mêmes, quand on a fait un peu le tour dans certaines collectivités, même il n'y a pas de ce que nous avons organigramme. Parce que tout part, normalement, c'est le premier outil technique d'une gestion. L'organigramme, quand vous avez votre entreprise, vous avez votre institution, quel est votre organigramme? En quoi l'organigramme est important? L'organigramme, c'est-à-dire, qui est directeur ici? Qui le suit? Qui fait telle opération? Et les postes sont correctement ficelés par rapport à cet organigramme. Même quand on veut faire le budget, c'est par rapport à l'organigramme qu'on fait le budget. Tu es à ce poste. Normalement, combien de bics tu vas utiliser à ce poste-là par rapport à ton travail? Combien de bics tu vas utiliser au cours de l'année? Voilà. Mais c'est estimable. Combien de feuilles RAM tu vas utiliser? C'est estimable. Tout ce que tu vas faire, les dépenses que tu dois faire à ce poste-là, par rapport au poste, on estime les dépenses. Avec toutes les relations qui sont au niveau vertical, au niveau horizontal, comment coordonner les activités? L'organigramme en parle beaucoup. Et là, donc on dépose. Moi, quand je regarde l'organigramme, on l'a mis, on sait que ça, c'est notre organigramme. On sait immédiatement ce qui se passe dans votre entreprise là. Si ça va être performant, si ça ne va pas être performant, on le sait. C'est pour cela qu'il faut organigramme et ces manuels de procédure. Ce n'est pas une affaire de l'odeur, c'est une question de performance. C'est une question de l'efficience de la dépense pour que l'entreprise avance. Bon, pour revenir sur le problème de lourdeur qu'il a évoqué, c'est parce que parfois, au sein des entreprises, que ce soit privées ou publiques, l'information ne circule pas bien. Il y a certains achats qui doivent être faits dans une semaine ou bien dans 2 semaines. Peut-être que ceux-là qui ont besoin de cet article, ils ne l'ont pas exprimé vite. Bon. Au final, s'il faut respecter la procédure, on constate qu'on ne pourra pas. On dit non, c'est la procédure là qui fait que c'est lourd. Mais en réalité, ce n'est pas la procédure qui est lourde, mais c'est que les gens ne se sont pas pris à temps pour pouvoir respecter la procédure. Tout à fait. Malheureusement, ce système, ça continue au sein de l'entreprise, le système continue et on finit par se rendre compte que, à tort, je le précise, on finit par se dire à tort que c'est le manuel de procédure qui fait traîner les choses. Ce n'est pas le manuel qui crée le problème.
Au contraire, c'est ceux-là qui sont chargés de passer le marché ou bien de faire les acquisitions. C'est eux qui ne se sont pas exécutés dans les étapes et en lien avec les délais qui ont été prescrits. Et là, on dit que c'est lourd. Mais en fait, c'est pas lourd. Mon cher Gilles, est-ce que vous savez que des gens font le calendrier de ce qu'ils vont manger? À midi, je vais manger ça. Le soir, je vais manger ça. On fait même ça pour la semaine. Est-ce que vous savez qu'on le fait? Ben, j'avoue que moi-même, je me suis essayé à cet exercice, mais j'ai vite laissé parce que... Et il faut de la discipline. Voilà. Oui, il faut de la discipline sur soi. Sinon, vous ne pouvez pas. Est-ce que vous prévoyez à locaux le soir, mais le soir arrive, vous avez plutôt envie de... Bon, ce sera peut-être plus facile pour vous de commencer par faire votre planning journalièrement. S'habituer d'abord avant de penser à le faire par semaine. C'est une contrainte que, personnellement, c'est difficile. Mais quelquefois, ta femme va dire, qu'est-ce que tu veux manger? Mais tant qu'on peut réfléchir sur ces choses-là, on peut normalement s'imposer des disciplines. Mais pour revenir à notre manuel de procédure, il me semble qu'il doit être un outil essentiel aussi pour les contrôleurs et les auditeurs, parce que s'il n'y a pas de procédure, quand vous arrivez dans une entreprise, est-ce que vous ne vous perdez pas, M. Kwanja? Vous allez vous perdre. Parce que quand vous intervenez, par exemple, en tant qu'auditeur, vous ne pouvez pas savoir en interne qu'est-ce qui devait être fait. Parce que d'habitude, on dit l'auditeur est venu, il a mis la main sur telle ou personne dans le cadre de son rapport. Mais l'auditeur, ce n'est pas un magicien. Il s'appuie sur quelque chose. Quand il arrive, il demande le manuel de procédure et comme mon collègue a dit tout à l'heure, c'est un cheminement. Il connaît le début, il connaît la fin. Ça lui permet de savoir dans le circuit, à travers les postes que chacun occupe dans l'organigramme, dans le circuit, qui n'a pas fait correctement ce qu'il devait faire. C'est là que le rapport de l'audit épingle la personne. Donc sans le manuel de procédure, l'auditeur lui-même, il n'a pas les armes pour pouvoir dire que tu as mal fait. C'est pourquoi c'est important, comme on l'a dit au début, c'est important pour les entreprises privées également, aussi bien pour les entreprises publiques que pour les entreprises privées, de disposer de ces manuels-là pour pratiquement toutes les activités. Le plus souvent, on attend, c'est lorsqu'il y a un problème, on dit, bon, ok, faites un manuel de procédure là-bas. Dans certaines entreprises, il y a des manuels pour un certain nombre d'activités, mais il n'y a pas de manuel pour d'autres activités. Mais le danger ou bien le risque, comme on l'appelle en matière d'audit, le risque, il se trouve pratiquement partout. Il faut le réduire. Et en mettant déjà en place le manuel de procédure, on contribue sensiblement à réduire ce risque-là. Monsieur Agoudavi, est-ce que nos collectivités locales ont déjà leur manuel de procédure ou il faut attendre l'installation des nouveaux élus pour faire ce travail? Une chose, quand un contrôleur arrive quelque part, un auditeur arrive quelque part, quand il n'y a pas manuel de procédure, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il va s'en aller. Mais il n'y a pas match. Il faut plutôt œuvrer pour la mise en place de ce manuel-là. C'est par rapport au manuel d'abord que vous pouvez situer à quel niveau les gens sont. Pour savoir d'où ils ont commencé, pour savoir où ils vont arriver. C'est le manuel de procédure qui décrit ça. Mais au niveau de nos collectivités, d'ailleurs, entre griffes, il n'y avait pas de façon correcte ces collectivités, parce que ceux qui étaient là étaient nommés, qui sont des autorités déconcentrées. C'est pourquoi il y avait d'ailleurs beaucoup de problèmes à ces niveaux. Le manuel de procédure n'existe pas partout dans nos collectivités. Et c'est un grand chantier. Et nous réfléchissons sur ce chantier-là pour que ces manuels de procédure soient effectivement faits. Pour que lorsque ces élus vont commencer à exécuter
leur tâche, qu'il n'y ait pas de problème. L'absence de manuel de procédure crée plus de problèmes, même entre les PDS, les délégations spéciales qui étaient là, et les préfets. Parce qu'il y a certaines choses, le préfet ne doit pas mettre bouche là-bas, mais le préfet va mettre bouche. Il y a certaines choses, la chose n'est pas vraiment circonscrite. Et c'est pour cela que nous, on se disait que si on faisait ces élections locales un peu plus tôt, on aurait plus de problèmes à résoudre que maintenant. L'État a mis quand même son poids pour suivre un processus, malgré les cris des gens, pour qu'on arrive à un niveau donné avant de les organiser. Mais la loi sur la décentralisation, quand même, situe les responsabilités. Est-ce que cette loi ne suffit pas pour gérer à bon escient nos communes? Bien sûr, au niveau de ce test de loi sur la décentralisation qui court rapidement là, parce qu'il y avait la loi de 2007 qui, alors que en 92, la constitution de 92, on a déjà prévu ça. En 2007, on a pris une loi. Cette loi n'a pas été applicable. En 2018, on refait la loi. Et sur la base de la loi de 2018, sur la base de cette loi que nous avons écrit, nous avons d'abord écrit ce manuel sur la base de la loi de 2007. Et rapidement, au moment où j'allais faire sortir la loi de 2018, était arrivé. Il a fallu que je revienne pour réactualiser. Et quand j'ai réactualisé le document, au moment où le document sort, une autre loi tombe encore. Ça remet en cause le voilà. travail. Oui. Bon, la substance est là. La substance est là. Seulement quand on a changé les niveaux de décentralisation. Le niveau au niveau local et au niveau, on a enlevé le niveau préfecture pour que local et régional soit là. C'est une bonne chose. Donc la loi, dans son entité actuelle, il faut encore des tests d'application que j'avais évoqués lors de la dédicace la fois dernière. Lorsque nous prenons le code de transparence, vous avez immédiatement les articles 50-51 qui parlent bien sûr de la déclaration des biens des élus ou des hauts fonctionnaires lors du début de leur activité. Et à la fin, il faudra encore faire la déclaration pour voir comment est-ce qu'il y a eu enrichissement illicite. Mais immédiatement dans les mêmes articles, une loi organique doit être prise. Et au niveau des acteurs, il faut encore un autre code de déontologie pour appuyer. Mais ces lois ne sont pas encore prises. Quand nous, on a fait un peu l'autopsie de la loi de 2018, c'est un peu difficile parce qu'il faut encore prendre, disons, 12 décrets pour rendre ça applicable. Il faut encore prendre 11 arrêtés interministériels pour rendre opérationnel. Il faut prendre encore 11 ou bien 12 arrêtés ministériels pour rendre opérationnel. Est-ce que tous ces décrets, ces autres lois-là sont déjà pris? Point d'interrogation. Si les tests-là ne sont pas pris, il y a blocage un peu au niveau de la loi. Et c'est comme ça au niveau des pays francophones. Quand vous allez dans le pays anglophone, quand on prend la loi, tout est en même temps décrit. Et la loi ne renvoie pas tellement à d'autres décrets, à d'autres lois organiques d'application. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour cela que nous, en regardant l'arsenal juridique qui est mis en place pour l'exécution des dépenses locales, il faut que la société civile et les partenaires
regarde bien ces éléments et fasse des propositions. Les partis politiques qui sont au Parlement fassent des propositions. Que ceci là manque, ceci là manque. Et quand on fait ces propositions, on rend applicable dans toute son entité totale la loi qui est prise. C'est pour cela que la loi, prise dans son contenu singulier comme ça, n'est pas encore suffisant pour organiser tout. On va aborder au cours de la seconde partie tout à l'heure les aspects éthiques que vous avez développés de la gouvernance locale, mais aussi les questions de passation de marché dont vous êtes spécialiste. Oui. Passation de marché qui commence par entrer dans les habitudes, on va dire, dans l'espace petit à petit. Oui, dans l'espace UMOA, parce que la loi sur la passation des marchés, que ce soit au Togo ou dans les autres pays de l'UMOA, cette loi est tirée des deux directives de l'UMOA, notamment la directive 04 et la directive 05 de 2005, de décembre 2005 pour être précis. Et au Togo, c'est en 2009 que la loi a été votée. Et aussitôt après, les décrets ont suivi. Bon, à partir, je crois, de 2011, vraiment sur le terrain, on a commencé par voir les premiers documents, les premiers dossiers et surtout la mise en œuvre et la mise en place des différents organes tels que la DNCMP, la RMP et tout ce qui entoure. Donc, effectivement, aujourd'hui, on commence par parler de la passation des marchés publics et ça rentre dans les habitudes. Quels sont les enjeux quand on parle de passation de marché? En quoi c'est important de mettre en place ce mécanisme? C'est très important. Vous savez, lorsque nous parlons de la passation des marchés publics, ne donnons pas l'impression que avant la loi de 2009, les marchés ne se passaient pas. Bien entendu, les marchés se passaient bien avant et cette loi-là. Mais ces marchés n'étaient pas sous le couvert d'une loi unique qui gouverne toutes les entités de l'État. Donc, on pouvait avoir un manuel de procédure, voilà, et communautaire. Au niveau communautaire. Déjà, même au niveau communautaire, ce n'était pas harmonisé. Donc, pour parler de ce qui concerne le Togo, vous allez voir, quand on va dans un ministère, on peut retrouver certains manuels de procédure qui sont, ou bien qui peuvent être plus efficaces que d'autres. Donc, la loi sur la passation des marchés est venue harmoniser tout. Autrement dit, la manière dont, ou bien le chemin par lequel l'opérateur économique doit passer pour pouvoir acheter au ministère de l'Agriculture, c'est de la même manière, c'est par la même voie qu'il doit passer pour acheter au ministère des Finances ou bien au ministère de la Santé. Donc, il y a une certaine sérénité qui est venue au niveau des opérateurs économiques parce que le chemin est devenu unique ou bien la procédure est devenue unique. Donc, quand on parle de la passation des marchés, on parle de la même chose et chacun se comprend. Là, s'il doit avoir des actes pas aussi clairs, on a un référentiel unique pour aller vérifier, pour voir qui a tort et qui n'a pas tort. Voilà. Donc, c'est un instrument efficace de gestion. Oui. Il faut rappeler bien ceci. Les directives dans le domaine communautaire, l'UMOA, ces directives sont prises en 2009 encore. Non, en 2005 d'abord. Oui, 2005, ça, c'était pris, mais nous, on n'avait pas tellement fait chose. Mais les directives de 2009, par rapport aux finances publiques, ont donné le ton pour le code de transparence en 2014. Et c'est par rapport à ce code de transparence que les décrets vont sortir en 2015 et le dernier décret en 2016. Et on attend encore le dernier décret qui n'est pas encore sorti. On attend ça. Et cela balise vraiment le chemin pour l'efficacité et la gestion des marchés publics. On va attendre ce décret. On va attendre aussi le journal qui va venir maintenant pour la seconde partie de notre émission. Je l'ai dit, dans une dizaine de minutes, on se retrouve pour parler donc de l'éthique dans la gouvernance locale et de passation de marché. À tout de suite pour la suite.